Bonjour et bienvenue dans cette 6e semaine de cours de tronc commun d'introduction aux sciences économiques. Cette semaine, nous allons parler de théorie des jeux et d'asymétrie d'information. Pour nous initier à la théorie des jeux, rien de tel qu'un bon exemple. Joe et Avril Dalton sont arrêtés par la police du comté. Et ils sont mis dans des pièces séparées et chacun a le choix entre avouer leurs méfaits ou garder le silence. Et les règles sont claires sur la manière dont les peines vont être prononcées. Si les deux gardent le silence, il n'y a pas moyen de trouver des preuves accablantes et ils parrainent 1 an de prison chacun. Si les deux avouent, là, 4 ans de prison chacun, ils prennent des grosses peines. En revanche, si l'un avoue et l'autre garde le silence, celui qui avoue va sortir immédiatement de prison, il aura un traitement de faveur, tandis que celui qui aura gardé le silence va prendre 5 ans de prison. Bien, j'espère qu'on saisit bien les règles du jeu, comme les saisissent Joe et Avril Dalton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter cette situation sous forme d'un tableau. Ce tableau met en ligne les choix de Joe Dalton et en colonne les choix de Avril Dalton. Et dans chaque case correspondante à une ligne et à une colonne, donc à un choix de Joe et un choix d'Avril, nous avons écrit en bas à gauche la peine de Joe et en haut à droite de la case la peine de Avril. Et donc par exemple, silence, silence, 1 an pour Joe, 1 an pour Avril. Avouer pour Joe, silence pour Avril, nous donne une sortie directe pour Joe et 5 ans de prison pour Avril. Si les deux avouent, ils ont 4 ans de prison chacun. C'est bien ce qu'on avait dit. Eh bien, analysons maintenant cette situation à l'aide du tableau. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, du point de vue de Joe, si Avril garde le silence, il vaut mieux avouer, sortir tout de suite, plutôt que de garder le silence et de prendre 1 an de prison. Et si Avril décide d'avouer, à ce moment-là, il vaut toujours mieux avouer et prendre 4 ans de prison, plutôt que de garder le silence et prendre 5 ans de prison. Et on voit bien, d'un point de vue tout à fait égoïste, évidemment, que quel que soit le choix d'Avril, il est mieux pour Joe de garder le silence, et de la même manière, quel que soit le choix de Joe, il est mieux pour Avril de garder le silence. Et donc, si jamais les deux complices suivent cette logique, la seule issue possible du jeu, c'est que les deux avouent et prennent chacun 4 ans de prison. Donc on dit dans ce cas-là que avouer est une stratégie dominante dans le jeu, c'est une meilleure stratégie, quel que soit le choix du ou des adversaires. Ce qui est un petit peu paradoxal dans cette situation, c'est que si les deux avouent, ils prennent 4 ans de prison, mais si jamais ils avaient moyen de s'entendre pour garder le silence tous les deux, ils ne prendraient qu'1 an de prison chacun. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que l'issue du jeu, telle que prédite par les stratégies dominantes, telle que prédite par le comportement égoïste de chacun des agents, est finalement mauvaise pour les deux agents. Ils pourraient tous les deux faire mieux au sens de Pareto, plutôt que de suivre leur stratégie dominante. Et bien là, on a un exemple, illustratif, sur Joe et Avril Dalton. En fait, ce problème-là, qui s'appelle le problème du dilemme du prisonnier, est bien plus général et bien plus profond en économie que ne laisse suggérer ce premier exemple. Prenons le cas de 2 pays. Ces 2 pays ont 2 choix. On va simplifier un petit peu la situation, et ce choix est d'investir dans des technologies, de prendre des mesures coûteuses pour réduire les pollutions, les émissions de dioxyde de carbone, ou bien tout simplement le laisser faire, de continuer à polluer. Réduire les émissions, on va supposer que cela a un coût pour le pays qui le fait, évalué à 10 milliards d'euros. En revanche, le fait d'émettre de la pollution, c'est quelque chose dont le pays même va souffrir, mais c'est aussi ce qui s'appelle une externalité, ce qu'on a vu, c'est-à-dire que si un pays émet de la pollution, il va l'émettre envers l'autre pays, et donc le faire subir cette pollution à l'autre pays. Et si un pays ne réduit pas ses émissions, il fait subir à chacun des 2 pays une externalité négative évaluée à 8 milliards d'euros. Qu'est-ce qui se passe si on représente cette situation sous forme d'un tableau ? Le pays 1 choisit une ligne, il a le choix entre réduire la pollution ou polluer, et le pays 2 a le choix entre réduire et polluer, ce qui correspond à une colonne. Si les 2 pays réduisent, ils investissent chacun dans une technologie qui leur coûte 10 milliards d'euros, donc le coût pour chacun est de 10 milliards d'euros. En revanche, si un pays pollue et que l'autre réduit sa pollution, celui qui pollue ne subit que
le coût de sa propre pollution et à un coût de 8 milliards d'euros, tandis que le pays qui réduit, lui, va subir la pollution de l'autre pays et en plus payer le coût de réduction de la pollution. Donc celui qui réduit face à un pays qui pollue a un coût de 18 milliards d'euros. Et enfin, si les deux pays décident de polluer, à ce moment-là, chacun subit les externalités totales des deux pays et on estime ça à 16 millions d'euros, à 16 milliards d'euros, et on se retrouve donc avec la table qu'on a ici. Eh bien, comment est-ce qu'on analyse ce jeu ? Si le pays 2 réduit ou qu'il pollue, le pays 1 a tout intérêt, dans les deux cas, à continuer à polluer. Et de la même manière que le pays 1 réduit sa pollution ou continue à polluer, le pays 2 a intérêt à continuer à polluer. Donc polluer, hélas, est une stratégie dominante dans cette situation. Et la seule issue compatible avec les stratégies dominantes, c'est que les deux pays continuent à polluer. Et donc, c'est une situation qui est finalement la même d'un point de vue stratégique. On va dire que c'est stratégiquement équivalent au dilemme du prisonnier. Et le dilemme du prisonnier, c'est quelque chose qui va être encore plus général. C'est quelque chose qui va se rencontrer dès lors que vous pouvez décider de respecter vos voisins, ou faire du bruit et faire la fête sans considération pour vos voisins, ou alors, même si on a plusieurs firmes, et que chaque firme peut décider de réduire ses prix afin de augmenter le profit des différentes firmes, ou alors, au contraire, de jouer un équilibre compétitif. Dans ce cas-là, on va souhaiter, plutôt que les firmes n'aient pas de collusion entre elles, qu'elles n'aient pas le meilleur équilibre du point de vue des firmes, on va plutôt souhaiter qu'elles jouent le jeu de l'équilibre compétitif, mais il y a possibilité de collusion, et du point de vue des firmes, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui est équivalente à celle du dilemme du prisonnier. Et bien maintenant, voyons un petit peu ce que c'est que la définition d'un jeu, qui est vraiment l'outil de base de la théorie des jeux. On va appeler ça un jeu sous forme normale. Qu'est-ce qu'on a ? On a un ensemble, qu'on suppose un ensemble fini de joueurs. Pour chaque joueur, on a un ensemble noté AI de stratégie. Cela inclut tous les choix qu'il est possible de prendre pour ce joueur-là. Et pour chaque joueur, on a une fonction de gain. Et que nous dit la fonction de gain ? Elle nous dit, étant donné les choix de chacun des joueurs, quel est le gain ou la valeur de l'issue correspondante pour le joueur considéré. Et donc une fonction de gain, c'est une fonction, ici notée GI, qui vient des profils des choix pour tous les joueurs, donc des choix de chacun, vers des nombres réels afin de représenter le gain sous forme d'un nombre. On utilise quelques notations. Grand A, c'est le produit cartésien de tous les ensembles AI. A-I, c'est le produit sauf pour le joueur I. Et enfin, la fonction gain dite vectorielle. G, c'est celle qui contient les gains individuels de tous les vecteurs. Et donc, c'est une fonction qui va vers les vecteurs de RI. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur un jeu ? On va regarder la définition tout simplement d'une stratégie dominante, c'est ce que nous avons vu. Nous avons aussi la définition d'une stratégie dominée, qui est le pendant de la stratégie dominante. On va dire qu'une stratégie, pour un joueur I, domine strictement une deuxième stratégie si, quel que soit le choix des autres joueurs, donc quel que soit A-I, le joueur I obtient un gain supérieur en jouant AI plutôt qu'en jouant BI. Et donc, c'est vraiment ce qu'on avait dans le cas du dilemme du prisonnier. Maintenant, on a une définition un tout petit peu plus faible de cet ordre. On va dire qu'une stratégie AI domine faiblement une stratégie BI si, pour tout choix des autres joueurs, AI fait au moins aussi bien que BI, et on va demander qu'il y ait une inégalité stricte, au moins pour un choix des autres joueurs. Donc on comprend que si AI domine faiblement BI, eh bien AI fait toujours au moins aussi bien que BI, et que finalement, étant donné qu'il y a un cas où AI fera mieux que BI, il est préférable de choisir AI que BI. Une stratégie qui est dominée par une autre est tout simplement dite dominée, et une stratégie qui domine toutes les autres est une stratégie dominante. Donc dans le cas du dilemme du prisonnier, nous avons bien une stratégie dite dominante. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la notion d'équilibre de Nash, et merci de votre attention.